C'est difficile d'être triste dans son métier, de sentir que tu n'aimes pas. Je suis tombée malade, enfin mon cancer, il s'est déclaré et donc là, c'est branle-bas de combat, quoi. J'ai compris que c'était possible comment c'était possible de sombrer. Je m'appelle Catherine, je suis aujourd'hui fleuriste après avoir eu d'autres vies, d'autres métiers. Et donc il s'agit là de mon finalement deuxième métier. Quand j'étais petite, je recréais des JT télévisés. Donc ma sœur était ma présentatrice. Elle avait 4 ans de plus que moi et c'était ma présentatrice. Et moi, j'étais déjà ce que je suis devenue plus tard, c'est-à-dire responsable d'édition, donc dérouler un journal en direct. C'est ce qui me donnait envie. Et donc je fabriquais des journaux télévisés. C'était ma passion. C'est rigolo parce qu'il y a des petites filles ou des petits garçons d'ailleurs qui, en envisageant le journalisme, auraient voulu être présentatrices justement. Oui, alors moi pas du tout. Ouais, mais même petite, c'est vrai. C'est assez fou. C'est vrai. Dire, je serais plutôt derrière comme rédactrice en chef ou comme. Ouais. Oui, moi je savais qu'il fallait que je sois dans les coulisses. C'est vrai que t'as raison, c'est pas commun. C'était pas pour présenter le JT. Ça m'intéressait pas du tout. C'était pour écrire. En revanche, le JT, j'étais fascinée par l'idée du prompteur. Pour moi, c'était hyper important d'être dans la coulisse et de dérouler le journal en direct. J'ai adoré ces années-là. C'est marrant parce que même à la radio, tu te dis, j'aurais aimé que mon père entende ma voix à la radio, par exemple, ou quelque chose comme ça, peut-être, quand tu racontes ton histoire, ça semble évidence. Et en fait, non, tu te dis, moi, je voulais fabriquer ce que la personne allait dire derrière. Tout à fait. Ouais. Exactement, je voulais faire ça et je voulais, effectivement, ça ne m'intéressait pas qu'on m'entende ni qu'on me voie, sûrement sur un problème d'image. Donc non, j'avais besoin de fabriquer le JT. Et ça, c'est quand j'étais petite. Ce truc de Madeleine de Proust, moi, c'est France Info dans la voiture. Mon père, donc un flash toutes les 7 minutes, France Info. Je connaissais le nom de toutes les chroniqueuses, Yolène de la Vigne, enfin toutes les otages au Liban, dont le nom était égrené à chaque début de JT. Quand on était petit. J'ai fait ce métier de journaliste, mais c'était quand même loin de ce que j'imaginais. Et ça, faut le savoir, c'est un métier exigeant, en effet. Alors ça n'enlève rien. Mais après, c'est quand même loin de ce que j'avais comme image d'Épinal du journalisme, ou en tout cas comme... idée préconçue, hyper positive en fait, du métier de journaliste. Au fond, ça reste, tu dois obéir à une exigence de timing. Il faut que ton sujet y rentre dans 1 minute 30 max. Exigence de publicitaire. Il faut que ton JT y rentre entre 2 plages de publicité. Je vais dire, il y a un principe de réalité très fort. Il y a des sujets hyper complexes que tu peux pas aborder en profondeur. Les débats, c'est quand même pas très satisfaisant de faire venir des gens pour débattre et blablater. Ça manque de profondeur, en fait. Enfin, je parle de mon métier de journaliste au sein des rédactions. Hard News. Hard News, merci. Tout à fait. Chaîne Info. Chaîne Information en continu. C'est quand même loin de ce que j'imaginais du métier de journaliste tel que je le concevais, quoi. Donc j'ai réalisé un rêve, certes, celui de travailler au sein d'une rédaction, et ça c'est fantastique, je trouve, d'être entouré de gens intelligents, clairement, d'apprendre quotidiennement, puis il y a un côté un peu pratique, tu ramènes pas trop les soucis à la maison, un clou chasse l'autre dans le journalisme, donc tu racontes l'histoire des autres jusqu'à ce que ça croise ta propre histoire parfois. Et voilà, comme tout le monde, j'ai été affectée par les attentats du 13 novembre. Déjà parce que j'étais rue de la Roquette dans un bar et que j'ai vu la voiture des assaillants passer devant moi, mais aussi parce que ce soir-là, j'ai dû foncer à la rédaction, dès que le cordon de police me l'a permis, pour aller écouter des témoignages qu'il fallait filtrer, parce que on ne pouvait pas les sortir tels quels, et puis on était tous
très fatiguée, on travaillait énormément et tu prenais des témoignages très difficiles. Je dois dire que ça a été la première fois où je me suis dit vraiment, je pense qu'il faut arrêter ce métier. Là, je me sens plus. Je trouve que c'est difficile. Je trouvais que c'était un métier difficile et j'avais l'impression de ne plus être capable de bien le faire. C'était trop sensible. J'arrivais pas à prendre du recul. Je me sentais impliquée, je me sentais touchée, ouais, personnellement, j'arrivais pas trop à faire la part des choses. C'était très compliqué. Je me suis dit, peut-être je suis pas faite vraiment pour être journaliste parce qu'il faut vachement plus de recul, vachement plus de. Peut-être pas ou plus. Oui, je sais pas. Et ça a été quoi le deuxième estocade en fait Tout simplement, j'ai été licenciée. Et tu l'as mal pris ou c'est quelque chose où tu t'es dit c'est un mal pour un bien. T'es jamais prêt. Ouais. T'es jamais prêt. T'es jamais prêt. Surtout que je suis mère célibataire, donc forcément, c'est quand même une période de ta vie qui s'effondre. J'ai eu, alors c'était pas grand-chose, mais un peu d'argent. J'ai eu de l'argent tout de même, ce qui m'a permis d'injecter ça dans mon entreprise. Un peu d'argent. Et puis surtout, la preuve par 3 qu'il fallait arrêter avec le métier de journaliste tel qu'il se présentait à moi aujourd'hui, parce qu'il n'avait pas évolué, selon moi, de la bonne manière, de la manière dont j'avais envie, où je me sentais en adéquation. Je me sentais plus en adéquation, c'est exactement ça. Je me sentais plus en adéquation avec les valeurs que défendait la rédaction, les rédactions dans lesquelles je travaillais. Je pensais avoir tout vu là, à ce moment-là. Peut-être... si j'avais travaillé pour des magazines de reportage, là, ça aurait été différent. J'aurais pu vraiment changer de crèmerie, de manière de voir l'actu. Mais là, non, si c'est pour faire le même métier moins bien, ailleurs, mal, de toute façon, bâclé, avec... enfin, c'était pas du tout intéressant, quoi. Enfin, ça l'était plus du tout. Donc, c'est difficile d'être triste dans son métier, de sentir que tu n'aimes pas, de travailler pas pour toi. En même temps, c'était pratique parce que forcément, tu es bien payé, etc. Parce que tu es bien payé, c'est un métier où tu es bien payé, mais bon, voilà, ça fait, en fait, l'argent, c'est pas tout, quoi, évidemment. Et donc, voilà, après ça, il se trouve que, voilà, j'ai été, donc, pas renouvelée. Et je suis tombée malade, enfin, mon cancer, qui s'était développé pendant tout ce temps, les 10-12 derniers mois, il s'est déclaré, et donc... là, c'est branle-bas de combat, quoi. Entre le moment où on te dit, bon, bah, visiblement, vous avez ça, puisque à l'échographie, le radiologue m'a donné la main pour me dire ce que j'avais. Il m'a dit qu'il fallait aller vite à l'hôpital. Et les résultats de mon sang qui étaient donc catastrophiques, tu regardes sur Google, parce que tu vas pas ne pas regarder sur Google. Hein, je sais, il faut pas regarder sur Google, mais voilà, donc là, tu as 15 jours à vivre. Tu te dis, ouh. Et avant que je ne rencontre mon futur chirurgien et que je sois prise en charge dans le bon hôpital merveilleux Beaujon à Clichy, qui m'a accompagnée merveilleusement. Il y a eu effectivement 10 jours de flottement où là tu penses que ça va être difficile. Donc mon fils allait à l'école, forcément il était en CM1 je crois. Je l'amenais tous les jours bien sûr, mais j'allais aussi le chercher à midi. Il mangeait plus à la cantine. Je dormais avec lui et je le regardais dormir. Donc, il y a eu 10 jours très compliqués. Moi, tu te doutes bien que c'était... donc là, oui, j'ai eu peur. Et puis, tu découvres la précarité vraiment parce que plus de... comment ça s'appelle? Prévoyance, pas de prévoyance. Donc, il n'y a pas de maintien de salaire. Hein. Tu n'es même pas au chômage parce que... le Pôle emploi, France Travail, je n'étais pas en recherche d'emploi puisque j'étais en arrêt maladie. Tu n'es plus en recherche d'emploi, donc tu n'as pas d'indemnité Pôle emploi. Vraiment concrètement, tu as 0 € en fait. Donc là, j'ai monté un dossier auprès de l'AGFIP pour avoir le statut d'adulte handicapé, me permettant d'avoir une pension, puisque j'étais en traitement. Et puis les IJSS de la sécurité sociale. Mais soudainement, tu découvres la précarité, la vraie, la précarité de santé médicale, c'est-à-dire que tu es menacé littéralement, opération en urgence, un an de traitement à l'hôpital, seul avec ton gamin, pas un rond. Puis il y a eu un jour ce coming out que j'ai fait de la fleur.
qui, une fois que c'est sorti, une fois que je l'ai dit à voix haute, j'étais très prête. C'est quoi ce coming out de la fleur? C'est-à-dire, il y a un jour, tu te rappelles, tu peux le raconter? Oui, j'étais oui, j'étais chez moi. J'étais chez moi. J'avais plus de travail, c'était terminé. J'avais quitté mon dernier emploi, enfin plutôt mon emploi m'avait quitté. J'étais en convalescence du coup à la maison et je me souviens qu'entre deux séances, parce que bon, c'est la réalité à l'hôpital, tu te dis quand même, t'es bien seule, là d'un coup, il n'y a plus de travail, comme un malheur n'arrive jamais seul, donc voilà, plus de travail, tu tombes malade juste après, donc ça fait toujours plaisir. C'est quand même une série de catastrophes qui te fait... soit tu sombres, d'ailleurs j'ai compris que c'était possible de... Enfin, comment c'était possible de sombrer, c'est vraiment possible de sombrer. Alors, j'ai un enfant, donc compliqué de sombrer quand tu es mère célibataire quand même, donc je remercie le ciel et mon enfant, bien sûr, de m'avoir fait rester les pieds sur terre tout de même. Et puis, je suis avec mon fils dans le salon et je cherche une idée de reconversion. Parce que à ce moment-là, c'est bien sympa, mais je savais que j'avais plus envie de faire ce que je faisais. Mais qu'est-ce qui pouvait s'offrir à moi? Donc, je suis dans mon salon et en pleine introspection, ce pendant le Covid et pendant une convalescence qui durait 1 an. Et je me dis, qu'est-ce que je ne sais pas faire, que j'aimerais faire et que je peux apprendre à faire. En pas trop de temps peut-être aussi? En sûrement pas trop de temps. Après, je suis adulte, les reconversions adultes. Je veux dire, quand tu as déjà travaillé dans ta vie, a priori, et c'est ça qui est chouette en vieillissant, en grandissant, en prenant de l'âge, c'est que la sagesse vient avec, évidemment. L'expérience est quand même magnifique. Et donc, j'ai appris tellement de choses pendant ces années de journalisme au sein des rédactions que j'ai mis à profit en fait tout ça, le sens de l'organisation, le travail dans l'urgence, le sens des priorités, du travail en équipe, un peu moins parce que du coup je travaille quand même bien seule, mais quand je dois travailler en équipe, disons que je sais faire. Mais le résultat, tu t'entoures d'autres gens Je extérieurs. m'entoure, exactement. C'est en fait un travail d'équipe tout ça. Et donc, je me dis, bon, bah voilà, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je ne sais pas faire, que j'aimerais apprendre à faire, que je peux apprendre à faire et que je voudrais faire. Et donc, j'ai interrogé mon enfant intérieur qui m'a dit, mais ce sont les fleurs, parce que c'est un rêve de môme. Quand on est petite, on veut devenir pompier. Enfin, il y a plein de métiers qui nous habitent un peu comme ça, qui sont un peu, un peu le rêve, quoi, un peu nos objectifs d'enfant, de la vie rêvée quand tu es enfant. Et donc, c'est vrai que fleuriste, ça me faisait assez rêver. Les fleurs. Parce que ma grand-mère avait un jardin avec des fleurs somptueuses, parce que qui n'est pas sensible à la beauté, au charme des fleurs, enfin voilà. Donc j'ai réussi à monter des dossiers pour faire valoir mes droits. Je me suis rapprochée d'une assistante sociale qui était formidable grâce au centre d'action sociale de ma ville, enfin bref, de Paris 18. Et donc bref, j'ai été bien accompagnée, ce qui a fait que j'ai pu tenir. Mais ça a été une période très difficile, quoi. Et ce même organisme, la GFIP, qui m'a financé ma formation pour devenir fleuriste. Et ça, c'est quand même la vie, parce que c'est coûteux. Et donc là, je suis rentrée en formation qui a duré, en tout, à peu près 6 mois, puisque je suis rentrée fin janvier, après un petit Covid des familles, comme tout le monde, fin janvier, et jusqu'à fin juillet, où j'ai passé mes examens et j'ai obtenu mon CAP fleuriste. Et puis, pendant que je vivais tout ça, donc ma première cliente, j'avais une cliente. J'ai commencé, comme tout le monde, il faut bien avoir une cliente. Donc j'ai commencé avec une cliente, mais j'avais pas encore de lieu. Donc c'était une cliente. J'avais mon atelier qui était en fait mon salon. Donc j'allais donc au marché avec l'aide d'une fleuriste qui m'y emmenait et je rentrais avec mes sacs en bus. Je prenais le bus pour rentrer à Paris avec tous mes sacs. Donc c'était un peu Cendrillon, quoi. Quand je revenais, je déposais tout ça à la maison.
4e étage sans ascenseur. Je faisais mes bouquets et je partais livrer en métro parce qu'à l'époque, en plus, j'avais pas encore ma voiture. Donc oui, c'était un peu compliqué. C'était épique, on va dire, et c'était pour aller livrer une actrice américaine qui s'appelle Demi Moore et qui était en tournage parisien pour le tournage du film The Substance. Et du coup, qui pendant 6 mois, dans sa conciergerie, enfin sa chambre d'hôtel, avait besoin de fleurs. Je dis besoin parce que je pense que parfois c'est vraiment un besoin, avait besoin de fleurs et donc j'allais la livrer toutes les semaines selon les conditions que là je viens de décrire. Et donc voilà, ça c'était ma première cliente au 1er juin 2022. Au juin 2022. Ouais, donc ça fait 2 ans et demi, en fonction de ce qu'on regarde, 3 ans que j'ai... C'est marrant, comment t'es arrivée à rencontrer Demi Moore et qu'elle connaisse ton travail et que moi et puis j'étais en stage en plus chez une fleuriste qui est devenue une amie, une fille que j'aime beaucoup, Victoire, qui est une fille formidable. Et donc je suis avec Victoire, c'est la pause déj, je reçois le coup de fil, je suis en stage, hein, je reçois le coup de fil... le coup de fil d'une de mes amies qui est devenue à ce moment-là assistante personnelle de Demi Moore. Mais comment c'est à elle qu'il faut poser la question. Comment t'es devenue assistante personnelle de Demi Moore? Parce que moi, mon seul mérite, c'est de connaître Rebecca, qui est la personne qui est donc l'assistante personnelle de Demi Moore. Alors, comment? Parce qu'elle est anglaise, elle est dans l'art. Enfin, je ne sais pas du tout. C'est une artiste. Elle a pensé à toi elle a dit Demi Moore a besoin de fleurs parce que The Substance c'est un peu trop trash, elle a besoin d'un peu de fraîcheur quand elle rentre à l'appart, quoi. Je l'ai vu récemment, c'était limite. Hein. J'ai besoin de fleurs quand tu rentres J'étais comme ça pendant tout le tournage, quoi. T'as besoin de beauté un peu. T'as besoin un peu de beauté, je pense. Donc oui, t'as raison, c'est vraiment un besoin du coup. Ah oui, et elle m'appelle, elle me dit, je veux plus tel fleuriste pour fleurir Demi Moore, je veux toi. Et donc j'ai dit ok. J'ai ri et j'ai dit non. Et j'ai raccroché. Donc je raccroche et je dis ça à ma pote. Je dis mais n'importe quoi, imagine de faire ça. Genre, personne ne va faire ça. Elle me dit bah si, essaye. Pourquoi dédramatise? Tout va bien. C'est une personne comme une autre. Enfin tout va bien. Je dis ah bon tu crois? Enfin vraiment. Donc je l'ai rappelé. J'ai dit écoute je veux bien tester finalement. Donc elle a rigolé et elle m'a dit ok let's go faisons-le. Et donc voilà ça a commencé comme ça. Et trop chouette. Est-ce que ça donne pas justement une confiance au moment de se dire si j'ai fait ça, ouvrir une boutique en vrai, c'est-à-dire si ça a plu à Demi Moore, ça peut plaire à tout le monde. Alors peut-être que oui, ça a joué mais je pense pas tant dans le fait de nourrir la confiance. Je suis pas du genre à me dire que je vais y arriver. C'est pas trop mon. J'y vais pas trop au bluff. Hein. J'ai besoin de passer par des étapes très concrètes et très je dirais, académique. Mais peut-être plus de me dire que j'étais à ma place. J'en étais à ce niveau-là, je pense, de mon parcours, c'est de me dire, est-ce que j'ai fait les bons choix, quoi. Donc, au-delà de nourrir ma confiance, parce que c'est pas tant ce que j'en ai fait ressortir, mais c'est sûrement de valider le projet. C'est de me dire, je suis sûrement à la bonne place, regarde ce qui m'arrive, c'est quand même insolite. Je veux dire, j'avais ma première et unique cliente à ce moment-là, c'était Demi Moore. Pour l'anecdote, c'est quand même assez insolite. Et donc, sûrement que ça m'a pas tant donné confiance que ça m'a donné le sentiment que j'étais sûrement à ma place. J'avais pas encore eu mon CAP lorsque je me suis mise à livrer Demi Moore. Donc, en même temps, j'étais encore à l'école, en stage, n'importe quoi. Tout m'arrivait en même temps, si tu veux. Tu vois, c'était vraiment absurde. Et puis en même temps, oui, j'apprenais au fil de l'eau en fait. Et voilà. Donc reconversion à l'école. C'est bien d'en passer, je pense, par ça, ne serait-ce que pour le cadre, ne serait-ce que pour les rencontres. Parce que ce qui compte, c'est pas tant... Alors évidemment, il y a une technique, on en parlait, c'est assez facilement, je veux dire, tu peux l'apprendre assez rapidement, mais ce qui compte, c'est ta propre vibe, ton sens esthétique à toi que tu dois mettre en valeur. Tu peux distribuer exactement les mêmes fleurs identiques à 2 personnes.
il n'y aura pas le même bouquet qui va sortir. Et c'est le sens artistique qui rentre en compte, qui rentre en jeu à ce moment-là. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis fleuriste à Montmartre, donc dans le 18e. Et je tiens une boutique, j'ai des abonnements et, voilà, et je fleuris des événements au gré des agences et des clients qui me contactent pour ça. J'avais à cœur de créer un lieu. C'est quelque chose qui m'habitait depuis longtemps d'avoir un lieu. Mais tu sais jamais exactement, c'est quelque chose que tu as au fond enfoui en toi, mais que tu sais pas comment exprimer, mais tu sais pas quelle forme ça prendra, mais tu sais que tu as envie d'avoir un lieu pour accueillir. Et donc petit à petit, les choses se sont comme ça révélées. Et bon, très rapidement, le biais des femmes est arrivé aussi. Et c'est vrai que les hommes sont bien entendu les bienvenus, mais je n'expose que le travail d'artiste, exclusivement le travail d'artiste féminine. Et j'organise des événements aussi dans ma boutique, toujours avec le travail de femmes. Donc ça peut être, je vends des chemises d'une de mes amies qui s'appelle Bérangère Claire, de la lingerie, avec de la dentelle recyclée, fait dans les ateliers d'Aubade. Donc c'est très soigné, ça c'est pareil, c'est une de mes amies qui a lancé son entreprise. Et donc on organise des vernissages pour la sortie des nouvelles collections, ou voilà, des produits de beauté aussi, je vends des crèmes, des huiles, d'une de mes amies qui s'appelle Thérèse, qui a créé une marque qui s'appelle Koba, qui cartonne à New York et qui est vendue dans peu d'enseignes ici à Paris. Donc ça aussi, j'y tiens, c'est de me démarquer en fait des concept stores pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, bien sûr, parce que c'est au fond ce que je fais, mais j'essaye d'apporter, moi, quelque chose d'un peu plus singulier, et ça passe à travers une sélection que je pense et que j'essaye d'être la plus pointue possible. Je mets en valeur le travail de femmes artisanes, créatrices, donc que ce soit sur mes murs, parce que j'expose le travail de peintres, de photographes, de brodeuses, vraiment différents produits. Ça peut être des carnets guidés, de l'encens japonais, des vases, des bijoux, des bougies, des sex toys, toujours issus de la création féminine. Pour moi, c'est hyper important de valoriser le travail des femmes, parce que c'est beaucoup plus difficile pour nous, femmes, d'accéder à quelque chose à un chemin ou à un objectif qui est plus facile pour les hommes d'obtenir. Donc oui, on peut appeler ça du féminisme, mais pour moi, c'est aussi une forme de sororité. Et tout ça, c'est totalement naturel. Rien n'est bien sûr fabriqué. C'est quelque chose qui m'a toujours habité, comme beaucoup de femmes. Moi, c'est à travers un lieu qui fonctionne du coup comme une sorte de safe place, et que c'est une émulation évidente, et que du coup, ça me donne, moi, envie de créer et de faire autre chose. De toute façon, je vois mon métier de fleuriste comme une activité artistique. C'est rien d'autre que de l'art, en fin de compte. C'est esthétique. C'est presque comme un tableau. Il y a des couleurs, il y a des matières, il faut pouvoir les assembler. Il y a différentes phases dans un bouquet. Il y a une manière, d'ailleurs, les Japonais ont donné un nom à cet art-là, qui est l'ikebana. C'est une manière de créer en fait les bouquets en respectant des points entre la terre et le ciel. Et donc voilà, pour moi, c'est à la fois un peu ikebanesque et artistique, ma manière de construire les bouquets. L'arrivage de mes fleurs, c'est-à-dire quand je vais au marché pour aller acheter mes fleurs et que je reviens il faut traiter chaque tige en fonction de sa nature. Chaque fleur est différente, donc en général, il faut retirer chaque feuille de chaque tige pour ne pas qu'elle prenne l'énergie de la fleur. Donc il faut savoir retirer chaque tige, la nettoyer vraiment correctement, la recouper. Et chaque fleur a sa spécificité. Et c'est vrai que lorsque je les mets sur ma table, je pose mes vases et mes fleurs et je fais une scénographie. Donc oui, ça commence déjà ici, évidemment au marché, dans le choix des fleurs, parce que je choisis des fleurs d'exception avec du caractère. Donc mes fleurs sont vraiment différentes de celles qu'on va trouver chez les fleuristes conventionnels. Enfin, conventionnels, je ne sais pas quel terme adopter, mais les fleuristes classiques.
et et je considère qu'on ne fait pas le même métier. Les fleuristes type, les fleuristes, pour pas citer de marque, mais des fleuristes qui travaillent à la chaîne en fait, où tu trouves les fleurs à l'extérieur dans des seaux et encore Oui, dans des leur chaînes, plastique. des chaînes de Des chaînes de fleuristes, fleuristes, voilà. C'est vraiment pas mon métier. Moi, avec un côté plus industriel. complètement, ou en tout cas moi, plus artisanat. Si eux, c'est pas industriel, en tout cas moi, c'est tout à fait artisanal, c'est-à-dire que chaque tige est passée par mes mains, qui s'en souviennent d'ailleurs. Il faut savoir vivre avec des ongles verts. Voilà, c'est comme ça. Pareil, je fais partie du collectif de la fleur française. Collectif de la fleur française, et aussi j'achète des fleurs dans une ferme florale qui est située à l'île Saint-Denis, donc juste à côté de Paris, pour avoir des fleurs vraiment très locales et très saison. Et ça, c'est possible un bon 6 mois par an, ce qui me permet d'adhérer justement au collectif de la fleur française. Et à Rungis, d'acheter mes fleurs directement auprès de producteurs, parce qu'il y a l'allée des producteurs, donc tu peux acheter direct producteur. Donc sur les producteurs d'Île-de-France qui se déplacent et tu peux acheter tes fleurs directement auprès d'eux. C'est un travail de sourcing qui m'appartient et qui est hyper important, tout comme j'ai des valeurs, celles de défendre le travail d'artistes féminines. Bien sûr, de défendre le travail de producteurs locaux et de cet engagement envers les producteurs de fleurs françaises, c'est hyper important. Ça va de pair, en fait. Pour moi, c'est l'évidence que ça va ensemble, c'est-à-dire que ça rejoint le travail d'artisans, quoi, qui font leur métier avec passion. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a aidé dans une de tes deux carrières? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a tendu la main et dont tu as eu besoin en fait à un moment? Oui, bien sûr, il y a eu, je pense que Victoire dont je parlais pendant tout à l'heure, Victoire, c'est une personne qui m'a vachement aidée, qui m'a beaucoup aidée pendant la reconversion. Elle est fleuriste et c'est auprès d'elle que je me suis notamment formée en étant en stage auprès d'elle. Et je dois dire, c'est elle qui on parlait de confiance. Tu sais, je t'ai dit, ce que je voulais déjà, c'était de savoir si j'étais bien à ma place avant de parler de quoi que ce soit en termes de confiance. Victoire est celle qui m'a donné confiance, parce que c'est celle qui m'a donné, avec un naturel fabuleux, l'envie de faire ce métier, de m'exprimer moi en tant qu'artiste, voilà, en me disant, vraiment en m'encourageant, en me disant de me lancer, en me laissant faire, en me laissant seule, en me disant, voilà, tiens, fais ça, fais-nous, hein, parce que plus c'était des gros, elle bossait pour quand elle travaillait donc chez ce fleuriste-là, elle bossait pour des grands hôtels, des palaces de luxe parisiens, donc grosse pression tout de même, il fallait faire des grandes et belles compositions. Et moi-même, j'ai eu un joli contrat aussi à ce moment-là pour une marque de vêtements qui s'appelle Fête Impériale. Et là, ça se passait à Jacques-Marandré, au musée Jacques-Marandré. Donc, il a fallu que je fasse des énormes Médicis, des grandes compositions pour un musée que j'admirais tant. Et donc, voilà, je pense que c'est Victoire qui m'a aidée la plus belle des manières, puisque c'est elle qui m'a donné confiance en moi en me disant que j'avais ma place et que, ce que je faisais était beau. C'était important de l'entendre en fait. Et quelqu'un que j'admire parce que son travail est merveilleux, c'est une artiste fabuleuse. Et donc j'étais hyper contente qu'elle me donne ça, qu'elle me, entre guillemets, valide, quoi. Voilà, donc il y a eu Victoire et il y a eu ma belle-mère, mon ancienne belle-mère, qui m'a aidée financièrement pour que je puisse... parce que je rappelle que donc, comme j'étais malade, j'avais pas de capacité d'emprunt, il me fallait un peu de sous quand même pour payer le loyer, enfin pas le loyer, parce que ça j'ai toujours payé moi, mais évidemment, le pas de porte, l'avocat qui va avec, l'agent immobilier qui va avec, les débuts, les travaux, enfin tout ça. Ça coûte combien ça, tout ça? 30 000 pour le fonds, enfin pas le fonds, donc pas de porte. Le droit au bail, quelque chose comme 8-10 000 pour l'agent immobilier, 4-5 000 pour l'avocat, pas besoin de notaire, un avocat suffit pour les baux commerciaux. Et après ça, il y a eu les travaux, et là j'ai bien lâché 20 à 30 000 euros. Puis l'achat de ma voiture, etc., etc. Il y en a l'achat des premières fleurs. Il te faut en fait un 100 fonds 000 de euros roulement. ouais. Oui. Un peu plus, 110, ouais. Il faut sortir
cet argent j'avais un petit peu grâce au prud'homme. J'avais un petit peu de sous, mais pas grand-chose quand même. Et Sylvie m'a aidée. Donc je dois dire, honnêtement, j'ai eu la chance d'être entourée, et ça, il faut que je rende à César, quoi. Je veux dire, j'ai pu le faire aussi parce que on m'a prêté de l'argent, quoi, que je rends en réussissant, en essayant de tout faire pour réussir. Je pense que si j'ai presque plus d'obligations à réussir parce que c'est pas mon argent, quoi. Donc t'es obligé de réussir, quoi. Oui, pour toi, Oui. mais pour les autres aussi. Et Oui, puis oui. puis pour le Pour moi, ça, c'est quotidien, certain, quoi que mais ce ouais, soit. ouais, Et est-ce que tu elle. saurais identifier le pire et le meilleur moment de ta vie professionnelle? Euh, le pire moment de ma vie professionnelle, c'est plutôt les pires moments, parce qu'il n'y a rien que j'identifie vraiment mais c'est sûrement euh, le pire moment, c'est donc tout ce qui est comptabilité. Enfin, j'ai pas fait ce métier, disons, pour faire de la compta, je m'attendais pas à ça. Maintenant, je commence à y prendre plaisir parce que je comprends. Et quand tu comprends pas, quand tu subis, c'est quand même terrible. Donc, je pense que les pires moments, quoi, ça reste les moments où tu dois gérer ta propre compta, où tu fais face pour la première fois à je sais pas, à tel impôt, à tel, tu savais pas que ça existait, quoi, la TVA. Enfin, j'avais pas été, ou j'avais été mal préparée en tout cas à ça. Aujourd'hui, j'ai un deuxième compte que je provisionne justement pour la TVA, pour le loyer, etc. Les meilleurs moments, c'est quand tu crées des bouquets et que c'est beau et que les gens te disent que c'est beau parce que c'est toi qui l'as créé, quoi. Donc ça vaut toutes les contrariétés de compta et tout. Oui, clairement. Bah, la beauté sauve le monde, c'est une certitude, hein. Si tu avais un conseil à donner, d'abord à quelqu'un qui voudrait être fleuriste, tu Oui. donnerais quoi comme conseil? Je lui dirais de venir me voir à cette personne et que je lui dirais toutes les mauvaises expériences que j'ai vécues, toutes les déconfitures, les déconvenues, les obstacles, les problèmes que j'ai rencontrés et qui sont en fait trop facilement contournables si tu es bien conseillé. Et en fait, des choses très concrètes. Voilà, j'aurais pas dû acheter une voiture de société, j'aurais dû acheter une voiture personnelle. Ça me permettait d'échapper à une taxe. En fait, tout réside là-dedans, hein. L'idée, c'est de payer le moins d'impôts possible, si j'ose dire. Oui, parce qu'on est, en tant qu'entrepreneur, on est énormément taxé. Et donc, voilà, il faut savoir comment faire pour se faire taxer le moins possible. Est-ce que c'est OK de dire ça? De dire Bah qu'on oui, n'aurait pas... tout en Je veux restant dire, dans les je suis règles de la OK. loi, quoi. Oui, oui, exactement, optimiser. Mais je veux dire, je suis OK pour payer des impôts. Ça, c'est pas un sujet, hein. Mais je veux dire, je sais qu'il y a des moyens de patrons... Enfin, j'en fais pas une obsession non plus, hein, c'est pas ça. Hein, mais T'en vis aujourd'hui, toi, du métier de fleuriste? j'en vis, oui. Alors, je me suis pas techniquement encore versé de salaire parce que j'ai investi beaucoup d'argent dans mon entreprise qui me permet de me faire des remboursements. Donc, pour le moment, je fais des remboursements sur compte privé d'associé. Ouais, tu récupères ton argent pour l'instant. Je récupère ma thune, je récupère mon argent. Et puis, quand on fera... quand ça sera épuisé, soit dans pas longtemps, là je me rémunérerai vraiment. Mais j'attendais d'abord, de toute façon, avant de me rémunérer, de voir comment avancer au mieux là-dedans. J'étais jamais certain, et puis de faire ça de la meilleure manière. Donc de toute façon, j'attendais de savoir comment... Mais oui, j'en vis, puisque là, c'est du remboursement que je me fais, mais ça pourrait être du salaire, et donc techniquement, oui, j'en vis. En fait, c'est quand même un parcours. Tu dis, oui, moi, j'arrive pas à dire que je vais y arriver, etc. Pour autant, ça ressemble à une vie où tu as déjà réalisé 2 rêves professionnels, donc de petite fille. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui soient capables de dire autant. Oui, alors raconter comme ça, maintenant que tu me le dis, et que donc je l'ai... On dirait bien que j'ai réalisé 2 rêves. Oui. C'est quand même assez chouette, non? Du coup, c'est hyper chouette.